avec la police et avec la gendarmerie, c'est dimanche soir sur France 2. Cette émission est interactive. Pour tout voir et tout savoir du Tour de France 2015, rendez-vous dès maintenant sur francetvsport.fr. Vivez la compétition au plus près des sportifs sur tous les supports grâce au direct antenne et accédez à de nombreux contenus exclusifs, multicam, vidéo, classement. Découvrez Mac 360, le magazine des passionnés du Tour et de nombreux reportages inédits. En temps réel, commentez les performances du jour sur les réseaux sociaux et intervenez en direct à la télévision en vous abonnant au compte @FranceTVSport. Le Tour de France comme vous ne l'avez jamais vu, c'est sur francetvsport.fr. Vivez des émotions made in France en regardant le Tour de France avec Chris, opticien officiel. Le cyclisme avec Alltrix.com, spécialiste vélo et running sur Internet. Bonjour sur France 2, c'est le Tour de France en direct et c'est la 4e étape, c'est surtout la plus longue étape de cette 102e édition de ce Tour de France 2015. Eric Fotorino nous accompagne tout au long de cet après-midi. Dans un instant, nous irons saluer les Gilles de Binche parce que les 4 hommes de tête sont toujours en Belgique. Elle est encore une vingtaine de kilomètres, un petit peu plus pour les 4 hommes de tête qui eux sont partis dès le premier kilomètre lorsque le drapeau s'abaisse de la part du directeur de course Christian Prudhomme et lance donc aujourd'hui, ce matin, quitte la Belgique, direction la France pour ses 223 km 500 au programme et surtout, tout à l'heure, 6 secteurs pavés à enchaîner. Cette étape a un petit air de Paris-Roubaix avec aujourd'hui 4 hommes en tête. Je vous les redonne. Avec Lieuw Westra, le coureur néerlandais de l'équipe Astana, ici en 2e position. Le groupe de 4 emmené par Frédéric Brun, le coureur originaire du territoire de Belfort pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. Juste dans la route de Lieuw Westra, autre maillot vert, pas sûr. Et puis pour les accompagner, l'homme en rouge, il est belge, il est donc chez lui, c'est Thomas de Rent, le coureur de l'équipe Lotto Soudal. Voilà le quatuor qui a eu jusqu'à 9 minutes 10 d'avance. Le peloton est revenu à moins d'1 minute tout à l'heure parce qu'il y avait, en hors d'œuvre, un premier secteur pavé, mais celui-ci, eh bien, c'était un pavé belge. A priori, ils l'ont tous très bien digéré. Et puis l'écart a de nouveau augmenté parce qu'on s'est arrêté. Quelques crevaisons, notamment Alberto Contador, changement de vélo, Nero Quintana ou Thibaut Pinot. Et surtout, eh bien, juste après la sortie du secteur pavé, tout le monde s'est arrêté sur le bas-côté. Résultat, l'écart désormais entre les 4 hommes de tête ici à l'écran et la tête de peloton, 3 minutes 16. Oui, nous sommes séparés sur la chaîne d'à côté, avec un sujet qui était quand même intéressant, avec ce changement de vélo, avec ce matériel adapté donc à l'étape du jour, comme on peut changer de matériel lorsqu'il s'agit d'une étape de montagne, prendre un vélo plus léger, quoique le poids est limité à 6,8 kg, donc on ne peut pas aller plus bas, mais avec du matériel qui aujourd'hui est très performant, très réactif lorsqu'il s'agit de se dresser sur les pédales. On est en prise directe avec sa machine. Le matériau carbone est largement utilisé, on le voit, la plupart des vélos, pratiquement tous, sont en carbone intégral. Il y a même des pédaliers en carbone intégrés. Bref, on a du matériel qui est très très rigide. Et sur le pavé, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas forcément le plus confortable. Du coup, on apporte un aménagement pour retrouver du confort, de l'efficacité, de la sécurité aussi, parce que ces vélos rigides, parfois, eh bien, ils vibrent beaucoup et ils peuvent déstabiliser le coureur. Et sur le pavé, c'est encore plus vrai. Et donc, pour l'occasion, la plupart des coureurs changent de vélo. Pourquoi? Parce que c'est plus facile que de changer les deux roues. Le vélo est déjà pris sur l'impérial de la voiture, donc on peut y aller. Et c'est des boyaux de 28 qui sont même utilisés chez certaines formations avec un gonflage de 6,5 kg. Ça paraît peu, mais sur des sections comme celle-là, en fait, c'est suffisant pour avoir une assise meilleure sur le pavé, plus de confort, une meilleure adhérence aussi. Du coup, comparé par exemple à une étape normale où on roule sur du bitume, où le secteur n'est pas pavé, on a
très souvent des pressions qui vont au-delà des 9 bars, alors que là, eh bien c'est largement en dessous des 7, pour, même quel que soit le gabarit, hein, pour avoir justement un meilleur rendement sur les parties les moins roulantes que seront les parties pavées. Ah, on a fait appel à nos ingénieurs hein, aujourd'hui pour cette longue étape. Ils seront encore plus précis sur les pavés où il devrait se passer encore beaucoup de choses. C'est un 3e maillot jaune après 3 étapes. Après Juan Denis, l'Australien de la BMC. Après Fabian Cancellara, le Suisse de l'équipe Trek, qui n'a pas pris le départ ce matin. C'est donc le Britannique Christopher Froome pour les Sky qui est en jaune. Mais on imagine, parce que cette étape pourrait bien changer pas mal de choses encore au classement général. Pourquoi pas avoir, après la 4e étape, un 4e maillot jaune. Nos ingénieurs sont en place et au stand, eh bien, c'est Nicolas G. D'accord. Je disais donc au stand, mais il ne m'entendait pas parce qu'il parle en même temps. Et c'est comme ça, c'est du direct avec Jean-François Kerkert qui est dans le car, qui fait l'interface. Je disais donc que les ingénieurs sont là. On parle mécanique, on parle gonflage de pneus, on parle carrosserie ou presque. Et donc au stand, c'est Nicolas G. Oui Thierry, donc voilà. Oui, bah écoutez, au niveau des matériels, je crois que Laurent a bien résumé la situation, c'est-à-dire que la plupart des équipes a décidé d'opter pour des sections de 28 mm et avec un gonflage environ de 6,5 pour arriver à 5,5. Alors je vous laisserai vous expliquer toute cette partie technique, c'est déjà un petit peu fait. Par exemple, chez Bretagne Séché, tous les coureurs ont décidé de prendre un vélo typé, un vélo spécial pour les pavés, sauf Arnaud Gérard qui lui a décidé de prendre un vélo de route plus classique, plus conventionnel. On va voir si c'est un bon choix pour lui. On a vu à l'instant Warren Barguil qui changeait aussi de vélo. Bref, là c'est vraiment tous les coureurs, la plupart des coureurs en tout cas du peloton qui s'arrêtent. Là je vois Andrew Talansky. Là, il y a également John Degenkolb, peut-être le grand favori aujourd'hui, qui vient de changer de vélo lui aussi. Et donc, c'est vraiment ces changements et cette stratégie générale pour l'ensemble des coureurs aujourd'hui, pour avoir ces vélos vraiment plus typés pavés et qui sont évidemment moins agréables pour rouler sur le bitume classique. Oui, vous avez raison de souligner, Nicolas, qu'ils sont moins agréables parce qu'on est habitué à certaines sensations et la moindre modification de ces sensations perturbe le coureur. Hein. Les cyclistes professionnels passent des heures et des heures sur leur vélo. Le moindre petit réglage différent de hauteur de selle, de guidon qui bouge, voilà, tout ça agace. Et lorsqu'on passe sur des vélos, comme c'est le cas pour l'occasion, avec des sections plus larges, avec des boyaux moins gonflés, on a l'impression d'avoir une charrue, de traîner une charrue, une remorque derrière et de ne pas avoir de rendement en fait. Hein. Mais comme on remarque que la plupart le font, eh bien, on va dire qu'ils sont tous à peu près à armes égales hein, pour l'occasion. Et puis, c'est vrai que sur cette portion bitumée, c'est pas du tout un avantage. En revanche, tout à l'heure, sur les pavés, eh bien, c'est là qu'ils pourront tirer tout le profit de ce changement de matériel. C'est le calme avant la tempête, accalmie dans le peloton. Ça se matérialise au niveau de l'écart. Hein. Il continue de monter. Désormais, quasiment 4 minutes d'avance pour les 4 hommes de tête aujourd'hui. Tiens, c'est l'étape 4. On parle beaucoup de 4. On va revenir sur le kilomètre 105. Pas 104, mais bien le kilomètre 105 et le kilomètre 107. Petit retour en arrière. On va profiter de ce moment d'accalmie pour, malheureusement, si vous n'étiez pas avec nous, vous remontrer cette terrible image, terrible chute hier qui a envoyé une vingtaine de coureurs à terre. Pleine vitesse, 80 km/h en disent certains coureurs qui regardaient leur compteur. Le poteau était là, c'était une partie éclairée la nuit. Il y avait donc des poteaux électriques et on a frôlé le drame. Heureusement, eh bien, beaucoup plus de peur que de mal, même si William Bonnet ici à terre est en ce moment même opéré à la Salpêtrière. Fabian Cancellara a renoncé. 4 coureurs ne se sont pas relevés. Tom Dumoulin, le coureur néerlandais qui a été relevé et transporté à l'hôpital avec une luxation de l'épaule gauche. William Bonnet, donc traumatisme crânien et cervical, mais sans trouble neurologique, plaie temporale gauche, multiple érosion prédominante sur l'omoplate droit. Fracture du poignet pour Simon Gerrans. Et puis d'autres coureurs ont été touchés, comme Laurent Stendam, comme
Ramon Sikeldam, comme Michael Matthews, comme Johan van Semmeren. L'autre abandon, c'était une chute 2 km plus loin, celui hier du russe Dimitri Konzonchuk, fracture de la clavicule gauche. D'autres ne sont pas repartis ce matin, on l'a dit, Fabian Cancellara en fait partie. D'autres ont des bobos et vont aujourd'hui surtout tenter de rallier l'arrivée. Je pense par exemple à Simon Yates notamment ou à Michael Matthews. Voilà pour ceux qui ont été blessés. On va quand même aller faire un tour du côté de l'infirmerie. Il est sorti des stands. Il est à côté, il est à côté du service médical. Il a pris des nouvelles des coureurs ce matin et auprès du service médical. On va donc faire le tour de l'infirmerie avec Nicolas G. Eh bien, déjà, le premier coureur dont je vais vous parler est juste à côté de moi avec l'un de ses mécanos, c'est-à-dire c'est Johan van Semmeren. On est en train de changer ses pansements. Johan van Semmeren, qui ne se plaint jamais, qui est un garçon extrêmement courageux, là qui s'arrête. On va changer de vélo pour lui. Johan van Semmeren va mieux, même s'il a été écorché de partout. On va essayer de faire un petit point non exhaustif, évidemment, pour certains coureurs. Vous avez parlé de Simon Gerrans, donc, qui s'est cassé le poignet, qui va rentrer chez lui à Andorre aujourd'hui. Daryl Impey, lui, était non partant. Il a terminé la course hier malgré une fracture de la clavicule droite, messieurs. Et finalement, il ne devrait pas être opéré. C'est un petit trait de fracture, mais on a préféré évidemment prendre des précautions et ne pas lancer Daryl Impey aujourd'hui. Du côté des Français, on a vu Florian Sénéchal qui a été pris dans cette chute. Un vélo lui est tombé sur le dos. Il souffre aujourd'hui. Florian Sénéchal qui peut être un des hommes en vue aujourd'hui. Nicolas Hédé chez Cofidis, pareil, qui avait un léger, attention messieurs, léger traumatisme crânien et qui a été arraché sur tout le côté gauche. Également des nouvelles de Rui Costa, l'ancien champion du monde, qui a été également brûlé sur tout le côté gauche avec des plaies apparentes. On a parlé de Laurens Stendam tout à l'heure qui était en galère et qui est revenu au sein du peloton. Et Michael Matthews, lui, était touché aux côtes. Il a également des pansements un peu partout. Voilà pour les coureurs qui ont été touchés depuis hier. Et on a parlé d'Andreas Schillinger qui n'est pas reparti. Ça n'a rien à voir avec la chute pour lui. Il est malade, il souffre de maux d'estomac, donc il n'a pas pris de départ ce matin. Ouais, voilà, alors que le ravitaillement vient d'être passé tranquillement par l'ensemble du peloton, même si l'écart a un peu diminué. Ravitaillement qui est positionné à Binche. Je ne m'étonne que l'on n'aperçoive pas les Gilles de Binche. Là, on est devant avec Lyov Vestra. Vestra qui prend un vélo aussi adapté pour la circonstance. Voilà, malgré sa présence dans l'échappée. Avec la plaque de cadre. Et oui, mais après ça devient psychologique. Hein. Il sait que le meilleur vélo pour ce qui reste à venir, il est sur la voiture. C'est un dilemme. Est-ce que je m'arrête je ne suis pas sûr de rentrer. Est-ce qu'ils vont m'attendre les trois autres je change de vélo, je ne change pas. Bon, si je change de vélo, j'ai plus d'assurance d'être bon aujourd'hui et de mieux passer les pavés. Donc tant pis, j'y vais, je m'arrête. Et je vais essayer de rentrer avec le vélo qui, forcément, sur cette portion, n'est pas le plus adapté au parcours. Avant la grande bagarre, nous allons terminer donc avec ceux qui ont été meurtris. La nuit a été difficile pour certains. 4 abandons donc hier, 3 non partants ce matin. Fabian Cancellara, Daryl Impey, ancien porteur du maillot jaune, premier coureur d'origine africaine à avoir porté le maillot jaune l'an dernier. Donc Andreas Schillinger qui lui était malade et n'a pas pu repartir, le coureur allemand de l'équipe Bora Argonne. Il reste donc 191 coureurs sur la route, un peu éparpillé, 3 devant, 1 en chasse ici dans les voitures, Lyov Vestra, et l'ensemble du peloton au grand complet juste derrière avec les 4 maillots distinctifs. L'équipe la plus touchée, c'est l'équipe Orica Green Edge qui a perdu Simon Gerrans et Daryl Impey. L'équipe la plus touchée moralement, quand on voit les images, et ils l'ont vu en live ou à la télé, quand on voit les images de William Bonnet, on peut être inquiet. Comment était l'équipe ce matin de la FDJ? Réponse de Jérémy Roy. On est un petit peu traumatisé quand même malgré tout. C'était une grosse chute, c'était sous nos yeux. William, un peu le capitaine de route aussi. On court toute l'année ensemble. Puis on attend encore de ces nouvelles aujourd'hui. Il doit être opéré d'urgence sur Paris. Donc ouais, ça reste dans les mémoires. Ouais. Aujourd'hui en plus, il y a les pavés, ça va encore être nerveux. Ça stresse encore plus avec ce qui s'est passé hier. Ouais, on sait qu'il y aura encore de la tension, il y aura encore sûrement des chutes, de la nervosité. C'est le Tour de France, il faut faire avec, c'est notre quotidien. Mais
c'est pas évident de passer au-dessus tout le temps. Même si William nous a voulu être rassurant, nous envoyait tous un texto, nous envoyant ses forces et nous dire d'aller de l'avant. C'est sympa, mais c'est vrai que c'est pas évident à vivre. Merci beaucoup Jérémy, bon courage. Ouais, le coureur Picard, il aurait aimé être dans sa région demain puisque l'étape arrive en Picardie, à Amiens, très apprécié dans le milieu. Il habite à côté de Senlis, pardon, que l'on connaît bien pour son célèbre péage. Très apprécié, William Bonnet, dans le peloton. Même ceux qui sont ses adversaires, parce qu'il court dans une autre équipe, eh bien, avaient une pensée ce matin pour lui. Je pense par exemple à l'ancien champion de France. Écoutez Pierrick Fédrigo. J'espère qu'il se rétablira assez rapidement et qu'il revienne le plus rapidement possible dans le peloton. Et voilà, c'est malheureusement les choses qui arrivent sur le tour, quoi. Les chutes et les premiers jours, c'est nerveux, tout le monde veut faire sa place, les équipes veulent impressionner les autres et voilà, ça rend les coureurs nerveux et tendus, quoi. Un peu aujourd'hui, j'imagine aussi, avec les pavés, ça va être encore nerveux. Bah oui, on a pu le voir déjà l'an dernier, les secteurs pavés avaient fait pas mal de dégâts aussi. Des coureurs ont gagné le tour sur des étapes comme ça, d'autres l'ont perdu. Et je pense que voilà, il y a des équipes qui ne veulent pas récidiver avec l'an dernier, quoi. Une vingtaine de coureurs dans cette chute hier, alors que les trois attendent le quatrième. Les mousquetaires vont se reformer. 4, c'est comme ça tous les jours. Ça fait 3 jours que l'échappée du jour était formée de 4 coureurs. Là, ils ne sont que 3. Le quatrième arrive, il est là, voilà, en live, en direct. On a cité les coureurs qui nous ont le plus marqué, qui se sont relevés meurtris ou qui ne se sont pas relevés du tout. Et certains, on ne les a pas aperçus, pourtant ils étaient dans la chute. C'était le cas de Sylvain Chavanel. Comment va-t-il ce matin après son soleil? La réponse au micro de Benoît Durand. Moi j'ai mal partout, mais je me plains pas. Par rapport à d'autres coureurs qui étaient à terre, sont beaucoup plus amochés que moi. Moi c'est plus des courbatures, c'est un soleil et au lieu de tomber à 70, j'ai tombé à 50, j'avais ma marge de sécurité. Aujourd'hui, l'étape des pavés, ça va forcément encore être nerveux. Comment vous allez gérer ça aujourd'hui, vous? Sur le tour, j'ai fait 2 fois les pavés et j'ai jamais eu de chance, donc je ne peux pas parler des pavés aujourd'hui. Ça va être une course encore avec beaucoup de tension et il faut aborder les premiers secteurs en première position, tout simplement. Et vous découvrez la belle ville, on dit bien Binche. Beaucoup de Français disent Binche, non, on dit bien Binche et on parle des Gilles, des célèbres, très célèbres Gilles de Binche. Binche, c'est la pomme de terre. Oui. Binche, c'est la ville. Alors, ces Gilles, je ne crois pas qu'on en verra parce que c'est très réglementé. Ils doivent être là le jour de Mardi Gras, mais ils ne peuvent pas porter leur habit un autre jour. Donc si on en voit, c'est un Gilles qui aura enfreint le règlement des Gilles, et ça c'est très grave. Donc il y a à peu près 1000 Gilles à Binche, et ces Gilles, effectivement, on retrouve leurs traces à la fin du XVIIIe siècle, lorsque la France occupait la Belgique, et c'était en signe de protestation parce que l'autorité française leur avait interdit de porter leur marque de cire. Alors ils ont des costumes assez étonnants, bariolés, chamarrés, qui font penser un peu à la fois aux conquistadors, aux Incas. Ils sont donc de sortie pour le Mardi Gras et ils n'ont pas le droit non plus de sortir de Binche. Ou alors, il leur est reproché très fortement d'être sortis précisément des limites de la ville. Alors, ce qu'on aperçoit maintenant sont les remparts de Binche. Ça, c'est encore une autre occasion. Les Gilles, on les voit qu'une fois par an, donc il faut y aller le Mardi Gras. Mais ça, vous pouvez le voir tous les jours. Et c'est vraiment incroyable. C'est sur 2 km avec 25 tours sur les 30 à l'origine. Donc c'est quasiment préservé en l'état depuis le début. C'est des remparts qui sont les plus grands vestiges fortifiés du Moyen-Âge en Belgique. Et ça nous rappelle évidemment toutes les guerres et les batailles qui ont eu lieu depuis le 11e, 12e siècle au moins. Et ces défenses. Dans 10 km, le Tour de France reviendra en France. Pour l'instant, c'est un peu la galère, me semble-t-il, Nicolas G, pour Rigoberto Urán. Ça fait bien 2 fois qu'il crève, non? Ça fait bien 2 fois. Rigoberto Urán, là. Problème mécanique, en fait, pour le Colombien, ramené par Michel Golas et surtout pris en charge par le mécano de l'équipe ETX Quick Step. Problème de dérailleur, visiblement, pour le Colombien, là, qui
qui dans la roue, bien calé dans la roue de Golas, va reprendre sa place au sein du peloton, mais ça fait 2 fois pour le Colombien. Oui, l'explication, c'est probablement que ces vélos utilisés pour l'occasion, adaptés pour ces secteurs pavés, ils n'ont pas eu souvent l'occasion de rouler avec. Les réglages sont peut-être pas super bons, le dérailleur ne fonctionne pas correctement et du coup ils s'inquiètent un petit peu et c'est le moment d'aller régler tout ça avant que la course ne s'emballe. Et les coéquipiers de John Degenkolb en tête du peloton, c'est sans doute un signe. On en termine avec cette terrible chute d'hier qui a marqué les esprits, image spectaculaire, c'est ça aussi la grandeur du Tour de France. Les derniers kilomètres en Belgique, on a longtemps suivi un coureur belge qui aujourd'hui aurait dû être à son affaire puisqu'il a, je vous l'ai dit, déjà gagné Paris-Roubaix. C'est le grand Johan van Semmeren qui porte les couleurs d'une équipe française, l'équipe AG2R La Mondiale. Alors comment va-t-il? Eh bien écoutez, nous on a eu peur, lui il a eu mal, mais à l'arrivée ça fait plus de peur que de mal. On l'écoute. Vu la circonstance, ça va. Oui, bien sûr, j'avais pas le genre. J'ai pu dormir cette nuit, donc je vais voir comment ça va avec la jambe. Ça, je ne peux pas dire maintenant. Les muscles sont un petit peu tendus, mais j'espère que ça va. Vous avez remporté Paris-Roubaix. Aujourd'hui, c'est l'étape des pavés. Comment vous voyez ça? Oui, pour moi, c'est une des étapes les plus belles. Mais je dois voir. Je ne peux pas dire maintenant, je vais faire ça et ça et ça, parce que peut-être après 10 km, j'ai vraiment mal aux jambes. Donc, je vais voir. Merci beaucoup. Merci à Benoît Durand pour ces interviews, ce qu'on appelle nous nos petits bonbons. On dirait quand on arrive à Cambrai, on va appeler ça nos petites bêtises, mais c'était très sérieux, très important de pouvoir entendre ceux qui ont été les héros hier malheureux. Aujourd'hui, j'espère qu'ils seront certains héros heureux, mais il n'y en aura qu'un, peut-être deux. Un, celui qui gagne l'étape. Deux, si c'est un coureur différent qui s'empare du maillot jaune, à moins qu'il ne reste sur les épaules de Christopher Froome qu'on aperçoit là-bas et que je sens très tendu, le Britannique, à l'approche maintenant de la France. D'abord des pavés, ensuite c'est un peu long pour ramener notre ami Rigoberto Urán avec Michel Golas et Nicolas G. Oui, c'est un peu long, Thierry. Voilà, on ne panique pas pour du côté de l'équipe du Colombien. Vous voyez Rigoberto Urán là qui prend un bidon, petite poussette qui se fait souvent. C'est un peu la coutume pour les coureurs qui reviennent avec son directeur sportif. Et voilà le Colombien au sein du peloton. Donc ça a été une affaire finalement rondement menée sans panique, alors qu'un autre coureur a crevé, c'est Peter Kignok pour l'équipe Sky. On l'a vu crevaison roue arrière, et il va également revenir normalement assez rapidement. C'était peut-être aussi long parce qu'il y a du vent, Thierry, il y a de plus en plus de vent, un vent de face. Et vous parliez, Nicolas, de poussette en attrapant un bidon, il faut se méfier, surtout quand il y a une caméra derrière, parce que là, les images elles sont vues par les commissaires, pas vu, pas pris, mais quand on est vu, eh bien, on peut prendre une amende. C'est ce qui est arrivé hier à Jan Stannard pour bidon collé. Bidon collé, c'est quoi? Au moment où il prend le bidon, eh bien, il reste collé, la main reste accrochée au bidon, un petit coup d'accélérateur du directeur sportif, on prend 2-3 km/h, ça aide à revenir dans le peloton, c'est pas trop autorisé. Allez, je vous invite à visiter avec les textes agréables d'Éric Fotorino cette magnifique abbaye de Bonne-Espérance. Dernier clin d'œil à la Belgique. Elle est magnifique, oui, alors rien à voir avec le cap de Bonne-Espérance, simplement lorsque le terrain a été accordé aux moines au début du XIIe siècle, 2 lieux qui leur avaient été offerts n'étaient pas conformes. L'un manquait d'eau, l'autre était mouvant, donc ce n'était pas idéal pour construire. Et lorsque le terrain a été idoine, alors cette abbaye a pu prendre ce nom de Bonne-Espérance. Vous pouvez découvrir la richesse des intérieurs. Et aussi, alors on a parlé des moulins aux Pays-Bas, eh bien un moulin est quelque part puisqu'il y a un meunier et on voit toutes les installations qui permettent au grain de devenir farine. Alors on est encore dans une région évidemment où les Français et les Espagnols à travers Charles Quint se sont beaucoup battus, et puis aussi les catholiques et les protestants. Et le prince Guillaume Ier, le Guillaume d'Orange, au XVIe siècle, après avoir envahi avec ses troupes l'abbaye, y a mis le feu.
On voit qu'elle a été ensuite évidemment très très bien reconstruite. C'est un ensemble architectural classé au patrimoine immobilier exceptionnel de la région Wallonne. Et nous sommes à moins de 10 km maintenant du sprint pour le maillot vert. Ah, il y a tout, hein. Le sprint pour le maillot vert en Belgique, l'arrivée en France et les pavés qui approchent. Alors comme nous sommes et vous êtes sur le plus grand terrain de sport en clair, un résultat, puisqu'en ce moment c'est Wimbledon, on arrive au quart de finale. Ça a été compliqué, il a commencé hier et vient de finir pour Novak Djokovic qui vient de finalement dominer Kevin Anderson 7-5 au 5e set. Vous savez qu'il y a des Français de qualifiés, Gilles Simon et Richard Gasquet pour les quarts de finale. On va donc suivre ça, les résumés bien sûr, dans le Stade 2 dimanche prochain, présenté en Bretagne par Céline Giraud. On parle sport tous azimuts. Eh bien, il y a un deuxième Tour de France qui est parti en même temps que le Tour de France cycliste. C'est le Tour de France à la voile qui vient de débuter son acte 2. La flotte a quitté l'extrême nord, direction Fécamp depuis hier. Les 28 équipages ont disputé un raid côtier au pied des magnifiques falaises, bien sûr, de la célèbre côte d'Albartre que beaucoup nous envient. Vent faible, donc départ assez difficile, mais progression face au courant, plus au vent, plus soutenu, et arrivé à toute vitesse, me dit-on, devant l'immense plage de Galets de la plage de Fécamp. Le décor est donc planté, vous avez aperçu la falaise d'Étretat. Voilà donc ces belles images, magnifiques images que l'on voulait vous montrer. Bon bronzing pour certaines. Aujourd'hui, on ne va pas trop bronzer parce que les nuages sont au rendez-vous. Vous êtes sur France 2, c'est la 4e étape du Tour de France, c'est la plus longue. On va revenir en France avec le Tour de France, un sprint intermédiaire pour le maillot vert, des pavés à déguster. C'est une étape très difficile qui va marquer cette édition. Ce sera juste après cette première page de pub sur France 2. À tout de suite. Sofinco. Je vais vous chercher, Frédéric. On a quelque chose d'important dans ce français. Parce que chez Sofinco, on ne fait pas attendre vos projets. Profitez en ce moment d'un taux exceptionnel à 3,9% sur 36 mois. Oui, 36 mois. Appelez le 3005 ou rendez-vous sur sofinco.fr. Sofinco, vous vous engagez, nous aussi. Résiste, la comédie musicale avec les plus grands succès de Michel Berger et France Gall. Au Palais des Sports de Paris dès le 4 novembre et en tournée dans toute la France. Et pour les amortisseurs... Oui. Oh non, 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 non. Oui, non. Et les essuie-glaces? Renault vous redonne le pouvoir. Découvrez nos offres sur devis en ligne et maîtrisez votre budget d'entretien. Je leur demanderai conseil. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Il n'y avait pas besoin de changer les essuie-glaces, monsieur Richard. Free Action, l'électromusculation tactile sans fil de Sport Elec. Musclez-vous. Ça fait plus de 10 ans que ça dure maintenant. Mais comment dire, je me sens toujours aussi libre. J'aime ma banque. Fortunéo. Avec Proform, entraînez-vous chez vous sur le vélo officiel du Tour de France. Le seul vélo qui vous emmène sur les étapes du Tour ou vous permet de tracer votre propre parcours en vous offrant les mêmes sensations que sur route. Le vélo Proform pour un entraînement professionnel chez vous. Disponible sur proformfitness.fr. Ce soir, de mémoire de grand pâtissier, on n'a jamais vu un jury aussi extasié. Au niveau du goût, mais quelle saveur! Je me suis pris une méga claque. Et puis l'audace. On est vraiment sur un produit qui est hyper agréable à manger. On est transporté. Je trouve que c'est vraiment très très réussi. Je suis ému. Une seule question se pose, comment départager l'excellence? Incroyable épreuve. Vous avez été fantastique. Qui sera le prochain grand pâtissier, présenté par Virginie Guillaume, ce soir à 20h55 sur France 2? Ah mais dis donc, c'est une sacrée part. C'est important de bien goûter quand même. Ah oui, là, mais là, c'est sûr. Trouvez des bonnes idées en cuisine en regardant Qui sera le prochain grand pâtissier avec Francine. Des recettes simples et gourmandes dans Qui sera le prochain grand pâtissier avec le chocolat Poulain. Le Tour de France avec le saucisson Cochonou, fournisseur officiel.
Direction Cambrai avec un petit air de Paris-Roubaix pour la plus longue étape du Tour de France. Les 2015, les coureurs, certains ont encore le sourire, mais on sent quand même beaucoup de tension en tête d'un peloton qui accuse désormais 2 minutes 51 secondes. C'est un petit peu moins que tout à l'heure. L'écart maximal a été de 9-10, écart bien réduit. On a même été sous la minute, mais bon voilà. Les 4 de devant ont repris un petit peu d'avance. Ces 4-là, eh bien, ils sont partis. Dès le premier kilomètre, il s'appelle Lieu Vestra. C'est le coureur néerlandais de l'équipe Astana. Il porte donc un maillot bleu ciel. Là, on est devant le peloton. Hein. Les 4 sont devant. Thomas de Rent, le coureur belge de l'équipe Lotto Soudal. Perik Kemener pour l'équipe Europcar. Et Frédéric Brun pour l'équipe Bretagne Séchée. Voilà les 4 courageux du jour. 2,52 d'avance sur la tête de ce peloton avec le moustachu. C'est José Serpa, coéquipier habituel et sur ses pavés, bien pourquoi pas, de Rui Costa. Voilà les 4 hommes de tête avec Perik Kemener, le breton de Landerneau ici pour fermer la marche. Les 4 hommes de tête et qui s'approchent du sprint comptant pour le maillot vert. Donc les 15 premiers se voient attribuer des points, 20 au premier. Donc il restera lorsque le peloton, voilà 3 km 800 encore à couvrir. Il y a des primes pour ces 3-là, 1500, 1000 et 500 aux 3 premiers. Donc l'échappée, c'est pas pour rien que l'on s'y glisse aussi. Mais là où ce sera intéressant, parce qu'aucun de ces 4 n'est vraiment intéressé pour le classement du maillot vert. Il n'y a pas de sprinter dans ce groupe. En revanche, dans le peloton, ils sont là et bien là. Et les 11 premiers du peloton eh bien, auront intérêt à aller disputer ce sprint, puisqu'il restera de 11 à 1 point. Et c'est dégressif, du 5e jusqu'au 15e. Et on rappelle que l'avance au classement du maillot vert d'André Greipel sur Peter Sagan est de 27 points. Donc voilà, évidemment, André Greipel ne peut pas perdre son maillot vert sur ce sprint. En revanche, il a intérêt à le faire pour essayer de maintenir cette avance, voire l'accroître sur Peter Sagan, qui est motivé, on le sait, pour aller chercher peut-être un maillot jaune aujourd'hui et qui sera de toute façon dans les clous à l'arrivée. Il était 4e de cette étape de pavé l'année passée. Il est bon sur les pavés, Peter Sagan, et c'est vrai qu'on peut penser qu'il sera dans le classement à l'arrivée, donc présent pour aller marquer des points au classement du maillot vert. Estine célèbre pour son parc éolien notamment. On est sur la plaine dite du Levant de Mons. On s'approche de la ville de Mons et on s'approche de la frontière entre la Belgique et la France, moins de 10 km, tête de peloton, peloton qui occupe toute la largeur de la route, soleil au rendez-vous pour l'instant, route sèche, tant mieux. Ça n'était pas le cas l'an dernier, hein. Vous savez que les pavés, les pavés étaient mouillés, l'étape avait été presque dantesque. À droite de la route, Thomas Vauclair avec Brian Cocard qui se prépare lui aussi à disputer le sprint intermédiaire. Oui, le maillot vert de André Greipel qui s'est fait mettre dans la boîte, comme on dit dans le jargon. Les coureurs de l'équipe ETIX se sont rabattus sur la gauche de la route. Et alors qu'il était dans la roue de ses coéquipiers prêts à bondir, eh bien, pour l'instant, il est enfermé à hauteur plus ou moins de Peter Sagan, là-bas avec le maillot blanc de meilleur jeune, qui lui aussi, inévitablement, va disputer ce sprint. Je vous rappelle que nous avons un jeu tous les jours, un petit rappel tout de suite, rapide. On quitte la Belgique, donc Nicole, notre script, va verser quelques larmes. Non, je rigole. Elle me suit, c'est bien. La question du jour, qui est 4e? Quel est le coureur français 4e du classement général? Est-ce Thomas Vauclair ou est-ce Tony Galopin? Si vous pensez que c'est Tony Galopin, vous envoyez 1 par SMS au 7 30 03. Si vous pensez que c'est Thomas Vauclair, le 2, vous pouvez dire 2 par téléphone au 34 35. N'oubliez pas qu'à la fin, eh bien, un gagnant sera tiré au sort. Parmi les bonnes réponses, eh bien, un gagnant sera tiré au sort pour gagner, lui, 50 000 €. Premier, non, même deuxième moment où d'abord parce que ça monte et où on s'anime un peu en tête de peloton. Tout à l'heure, c'est parce qu'on avait en hors d'œuvre un secteur pavé, mais des pavés belges. Et maintenant, parce qu'on a un sprint intermédiaire qui approche. On se met, comme l'on dit, alors on ne va pas dire en ordre de bataille pour l'instant, mais on s'organise. Chaque équipe s'organise. Les Cofidis pour Nasser Bouhanni avec Angel Maté-Mardones là-bas à gauche. Dans la roue des lotos où Marcel Sieberg emmène le grand Marcel Sieberg emmène le moins grand André Greipel et son maillot vert.
On travaille aussi, on prépare le sprint intermédiaire pour John Degenkolb. Thomas Vauclair à droite de la route, en bon capitaine de route des Europcars, prépare le travail pour Brian Cocard. Nibali, lui, est à droite de la route derrière son petit train bleu ciel, mais là c'est par précaution. On roule devant, on court devant. Les Movistar amènent Nairo Quintana. Alejandro Valverde à droite de la route. Les Movistar avec le M à droite de la route, donc à droite de votre écran, puisqu'on est derrière eux pour une fois. Thomas De Gendt, c'est le plus expérimenté, le coureur belge, par le nombre de victoires, pas par l'âge. Et attention, hein, une indication quand même, ici on est à découvert à l'approche de ce sprint. Et le vent vient de la droite, donc on sait que inévitablement ça va accélérer en tête du peloton pour aller faire le sprint. Et c'est pour cette raison aussi que les leaders restent positionnés à l'avant, parce qu'il y a ce danger. Et bien sûr, ils ne sont pas intéressés du tout par l'attribution des points au classement du maillot vert, mais en revanche, sur une action comme celle-là, la course peut se décanter, le peloton pourrait se couper en plusieurs parties et il vaut mieux être dans la première. Un petit peu de vent, on le voit ici avec cette flamme verte qui indique sprint intermédiaire dans 1 km pour les 4 hommes de tête. Juste derrière, on a Cédric Vasseur qui va plutôt nous parler du vent que du sprint d'ailleurs. Ça souffle ici sur la route du Tour de France. Un vent défavorable, vous l'avez dit, depuis le début de l'étape. Et puis surtout un vent de côté ici sur cette portion qui amène les coureurs sur ce sprint intermédiaire. Donc ça ne sera pas un problème pour les 4 hommes de tête. Par contre, évidemment, on imagine qu'au niveau du peloton, il va falloir être bien positionné à l'avant. On pourrait même déjà, avec ce vent, voir la formation de bordure au moment où les coureurs vont approcher de la frontière française. C'est une possibilité. Restez vigilants en tête de peloton. Oui, c'est bien vu, hein, Cédric, évidemment. C'est un point délicat. On sait que ça va accélérer. Du coup, il vaut mieux rester devant, évidemment. Et puis surtout, quand on n'est pas devant, on est un petit peu angoissé, un petit peu stressé. Il y a beaucoup de tension parce qu'on voit bien que le peloton occupe la largeur de la route. On sait que ça va accélérer et on sait qu'on n'est pas bien positionné, que si ça accélère, on risque d'être pris dans un deuxième groupe. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas anticipé le coup, eh c'est un petit coup de stress. Là. Vous avez vu Thomas Vauclair en gros plan. On anticipe du côté des Tinkoff Saxo pour Alberto Contador à droite de la route. Ici Thomas Vauclair avec Cyril Gauthier, ici Roy Corvers. Tiens, on va faire le sprint intermédiaire. Thomas De Gendt qui vient d'accélérer avec dans sa roue Frédéric Brun. Petite réaction de l'UEF Vestra. Alors ils ne sont pas du tout intéressés par les points pour le maillot vert, mais est-ce qu'il va continuer sur sa lancée, Thomas De Gendt? Non, il n'a pas intérêt de le faire. Hein. Il y a quand même du vent, on est loin de l'arrivée encore, aucun intérêt. Mais enfin, il ne voulait pas non plus laisser la première place. Hein. Il y a été de bon cœur ici, il s'est dressé sur les pédales avec beaucoup d'énergie. Et derrière lui, Frédéric Brun donc, passera en deuxième position. Vestra est passé troisième. Et Paris Cameneur, quatrième. On va se concentrer maintenant sur la tête du peloton. On va vous abandonner un petit moment. Thomas De Gendt, c'est écrit sur son maillot. Et voilà le peloton avec les coéquipiers de John Degenkolb pour commencer l'accélération. On est à 1 km exactement du sprint intermédiaire. Marcel Sieberg, lui, est patient, oralement, devant son compatriote avec le maillot vert, André Greppel, mais qui est un petit peu gêné. Là, on s'est écarté trop vite là, du côté des Giant Alpecin. On va faire l'effort. Degenkolb lui tourne bien les jambes dans la roue de Marcel Sieberg. Pour l'instant, il attend. On sent qu'il y en a encore sous la pédale, tout le monde n'a pas suivi, évidemment, tous ceux qui ne sont pas intéressés se sont relevés. Oh, c'est une explication entre sprinteurs. Hein. Voilà, on va voir dans le sprint de Degenkolb, Greppel, Cocard, Cavendish et Peter Sagan. C'est bien parce que Brian, il a encore un coéquipier. Pas de Nasser Bouhanni. Non, Bouhanni, je pense qu'il capitule pour le maillot vert. Ouais, pas d'Arnaud Desmar. Bon, ça se résume à quelques hommes. Là, André Greppel qui est patient. Très patient. On attend avant de lancer le sprint. Le vent, il fait peur. Il y a du vent. Cocard bien placé. Brian Cocard dans la route John Degenkolb. Oui, bien placé Brian Cocard. Et intelligemment, il va chercher le côté gauche. Tous ceux qui voudront le remonter devront passer dans le vent, côté droit. C'est ce qu'on va peut-être essayer de faire Cavendish. Peter Sagan fait l'effort. Mark Cavendish qui va venir griller sur la ligne. Brian Cocard, voilà, Mark Cavendish devant Brian Cocard, André Greppel qui devance Peter Sagan et John Degenkolb. Voilà pour les points.
Ça ne fera pas beaucoup de différence. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes pour s'expliquer. Non, mais il faut le faire le sprint, parce que si on ne le fait pas, effectivement, on perd une dizaine de points sur le coup. Donc ils sont obligés, les sprinteurs, alors que ça s'est quand même bien frité ici, bien chauffé entre Degenkolb et André Greipel, hein, un petit coup d'épaule, voilà, il est en train de l'enfermer. Ça l'a perturbé forcément, André Greipel, il n'a pas pu faire le sprint qu'il voulait. Mais il conserve une longueur d'avance sur Peter Sagan, et donc il lui reprend un point supplémentaire. Ça fait 28 points d'avance. Allez, Sagan qui dit on roule les gars, on roule, on y va, on roule. Hey. en rigolant bien sûr, hein. Non, on va attendre. Il en serait capable, mais bon, c'est pas le jeu. C'est pas l'enjeu, puis aujourd'hui il a aussi un rôle d'équipier avec, rappelons-le, Alberto Contador dans son équipe quand même. On tourne, voilà l'expression, voilà, il fait signe, on prend des relais, on tourne, on collabore. Ça fait bien rigoler, ouais, ça fait bien rigoler ses collègues. Ça fait surtout beaucoup rire John Degenkolb et André Greipel, les deux coureurs allemands. Donc Marcel Kittel, hein, on le rappelle, il y a 3 très grands sprinteurs dans cette génération allemande. Et d'ailleurs, ça a amené la télé allemande à revenir en direct sur le Tour de France qu'elle avait quitté après les affaires, notamment de dopage autour de Jan Ullrich. Et la télé allemande est de retour en direct sur le Tour de France. Une excellente nouvelle pour le Tour de France. Et il manque Marcel Kittel, victime d'un virus en début d'année, au moment juste à la sortie des stages. Il a essayé du côté du Qatar, il n'était pas bien, il était lâché assez rapidement, il s'est reposé, il est revenu, mais bon, son équipe, Jean Alpecin, a fait un double choix. D'un côté, Warren Barguil comme leader de l'équipe parce que c'est un bon grimpeur, et John Degenkolb, confiance totale à 100%, même si les deux hommes l'an dernier étaient ensemble. On rappelle quand même que Marcel Kittel, c'est 4 victoires l'an dernier sur le Tour de France. C'était en 2014 sans doute le meilleur sprinter du monde, en tout cas par ses résultats. Il y en a un qu'on voit pas beaucoup, c'est Alexander Kristoff. C'est vrai. C'est vrai que Kristoff, lui, le maillot vert, c'est pas non plus ce qui l'intéresse sur ce Tour de France, c'est gagner une étape ou deux, comme il a fait l'an passé, 2 victoires d'étape. Et ce serait un score parfait et des occasions pour les sprinteurs. Il n'y en aura pas énormément sur ce tour, hein, donc voilà, il ne s'est pas mêlé à la lutte du classement du maillot vert dans ce sprint. En revanche, on le verra peut-être tout à l'heure sur les pavés. On n'oublie pas que Kristoff, c'est le vainqueur du Tour des Flandres et qu'il a été également brillant sur Paris-Roubaix. L'officialisation de ce que vous avez vu, de ce que vous a narré Laurent Jalabert, qui en plus compte. C'est lui le comptable de l'équipe. Hein. Je compte les points. Hein. Chez l'historien, le géographe, l'ingénieur, Cédric Vasseur, j'ai le comptable. Thierry, vous savez, je l'ai compté sur le vélo les points. Hein. Il faut calculer vite et de tête, hein, parce que suivant avec qui on est, il faut savoir faire les conversions. 2 secondes en minute et vice versa, et additionner les points, savoir combien il en reste. Il faut le connaître, le règlement. Quand on est intéressé par ces classements, il faut le connaître, hein, parce que là on n'a pas accès au livre pour voir combien il reste de points à prendre sur la ligne. Hein. Et il faut connaître le règlement, et a priori tout le monde ne connaît pas le règlement. Hier vous nous avez rapidement, dès que Christian Prudhomme est sorti de la voiture, bras écarté pour dire à tout le monde, pour l'instant on temporise, on va neutraliser le Tour de France, la course. Alors c'est vrai que c'était une image rare, c'est encore plus rare quand le Tour s'est arrêté. Je crois que c'est la 5e fois où vraiment le Tour s'arrête de cette façon. Ça a beaucoup inquiété les coureurs, d'ailleurs on l'a entendu, on réentendra tout à l'heure Thibaut Pinot, on reviendra sur cette chute, parce qu'on a trouvé, nos équipes ont trouvé des images qui vont vous montrer ce que c'est que la vie de l'intérieur d'un peloton qui tombe. Ce sera encore un gros moment d'émotion sur France 2, et donc hier vous nous avez sorti le règlement, parce qu'il y a un point de règlement qui autorise le président du jury ou le directeur de course à arrêter le Tour de France. C'est un règlement, c'est écrit, hein, tout est écrit, il ne faut pas croire, hein, oui, on n'invente rien, hein, tout est écrit et tout le monde a le règlement. Et au moment où ça arrive, où cette décision est prise, on l'a compris quand Christian Prudhomme sort de la voiture et fait signe avec ses bras au peloton de s'arrêter, on a compris que la décision est prise. Et elle est prise pourquoi on l'a dit, mais on va le répéter. Elle est prise parce qu'il y a eu une autre chute, visiblement, que l'on n'a pas vue. Et les ambulances à l'échelon course étaient toutes les deux mobilisées. Les médecins aussi. Et si la course avait continué à avancer, imaginons qu'il y ait une 3e chute grave, cette fois encore plus grave, ce qui peut toujours arriver, là, il n'y aurait eu personne pour les secourir. Donc c'était une décision qui se justifiait. Et puis de toute façon, même si ça n'avait pas été le cas, elle appartient à l'organisateur et au président du jury des commissaires
d'en convenir, d'en décider et de la proposer donc à tous les coureurs qui doivent de toute façon s'y conformer. Et en ce mardi après-midi, à l'instant même, enfin, on peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous débutons avec Eric le Tour de France et le Tour de la France. Voilà, nous sommes dans le nord de la France. Et les coureurs arrivent en France par la voie romaine qui relie Tongres à Pavée, que l'on va voir tout à l'heure. Aller-retour sur une dernière fois sur ce qui restera une des images du Tour de France 2015, quoi qu'il arrive dans les jours à venir. Cette terrible chute, William Bonnet lancé à plus de 80 km/h, qui cherche son leader, Thibaut Pinot, et qui malheureusement touche la roue d'un adversaire, peu importe d'ailleurs, en tout cas du coureur qui le précédait. Et après, ça donne ça, regardez, c'est terrible. Ça nous a vraiment fait très très peur, j'oserais dire presque plus de peur que de mal. En tout cas, rien d'extrêmement grave. On regarde ça, regardez, vu de l'intérieur. La vie du peloton vue de l'intérieur, vous avez vu ce que certains coureurs ont pu apercevoir, d'autres voir. C'était le cas de Thibaut Pinot qui était tout près de William Bonnet. William Bonnet cherchait d'ailleurs son leader à ce moment-là, quand il a touché la roue d'un coureur qui était devant lui, qui a entraîné involontairement bien sûr cette chute. Personne ne lui en tient rigueur, vous comprenez pourquoi Thibaut Pinot a perdu beaucoup de temps hier dans la montée du mur de Huy, parce que l'ensemble des coéquipiers de William Bonnet ont été tout simplement traumatisés. On écoute Thibaut Pinot au micro de Codemar. Juste avant, 10 secondes avant, j'ai regardé mon compteur, on était à 80, donc je savais très bien que c'était grave, surtout qu'après, course arrêtée, on imagine le pire, quoi. On entendait des nouvelles de William, on ne savait pas trop, donc on avait peur, moi j'avais peur vraiment, quoi. Il y en a beaucoup qui ont craint le pire, quoi, donc, parce que c'est vraiment rare que la course soit arrêtée, quoi, donc, Ah oui, quand ils ont neutralisé la course, ouais, ça vous a posé, vous avez posé plein de questions. Ouais, moi je me suis posé des questions parce que je savais que c'était grave, j'étais obligé à la vitesse qu'on allait. Pourtant des chutes dans le tour, il y en a eu beaucoup, des grosses, des plus grosses que ça encore, mais jamais ça a été neutralisé. Donc tout de suite, moi j'ai pensé au pire. Plus petite frayeur à l'arrière du peloton, j'ai vu notamment Samuel Sanchez, l'ancien champion olympique, sur la droite de la route. Oui, Samuel Sanchez, l'Espagnol de l'équipe BMC, Thierry qui a été pris dans une légère chute, on va dire, dans un accrochage. Il y a également Sam Bennett de l'équipe Bora Argon 18 et il y a également Lars Bak pour l'équipe Lotto Soudal. Visiblement, rien de grave, pas de blessure, juste quelques pépins mécaniques et quelques casses pour certains coureurs qui changent de vélo, les coureurs dont je vous parlais, et ils vont pouvoir repartir, donc vraiment plus peur que de mal, en tout cas même, on va dire, accrochage à l'arrière du peloton. Ouais, ce ralentissement, eh bien, voilà, fait une petite cassure dans le peloton, il se passe toujours quelque chose. C'est ça la vie à l'intérieur du peloton. C'est ça qui est aussi stressant pour les coureurs, surtout sur le Tour de France, en dehors du public, en plus d'un public qu'on ne voit pas d'habitude sur les autres courses, pas autant. C'est stressant tout le temps. C'est un stress de 3 semaines. Oui, ce qui est stressant surtout dans les premiers jours, parce que bon voilà, tout le monde est plein d'ambition, les différents leaders des équipes qui viennent avec des ambitions au classement général ne veulent pas perdre de temps, donc tous les coéquipiers sont sur le pont, hyper concentrés et prêts à les aider à tout moment. C'est ce que faisait William Bonnet au moment où il cherchait visiblement Thibaut Pinot du regard.
Mais ce qui est stressant, c'est qu'en fait, on est enfermé quand on est dans un peloton. Il n'y a pas d'échappatoire et il faut le comprendre. On met souvent en cause, je l'ai entendu hier, on met en cause le matériel qui est trop rigide, les freins qui ne répondent pas, mais c'est pas ça. Imaginez qu'on dresse devant vous, au moment où un coureur chute, imaginez qu'on dresse devant vous un mur. Comment vous voulez vous arrêter? Sur les autoroutes, on dit bien qu'il faut laisser une distance de sécurité au cas où il y a un problème, avoir un temps de réaction suffisamment long pour pouvoir s'arrêter à temps ou éviter la chute. Alors, les coureurs, quand ils roulent en rang serré comme ça, le matériel est performant, le réflexe est bon, mais le temps de réaction est tellement court et la vitesse étant sur le tour, et on n'entend pas toujours, ce qui n'est pas le cas sur les autres épreuves, mais sur le tour, on n'entend pas toujours quand il y a une chute devant parce qu'il y a un bruit d'hélicoptère, parce qu'il y a le public qui fait beaucoup de bruit au bord de la route parfois, et du coup, le temps de réaction est encore un petit peu plus long chez les coureurs, et la chute est imparable. Bon, on a vu tout à l'heure dans les images de caméras embarquées qu'il fallait beaucoup de chance aussi pour passer au travers des mailles du filet. Quand ça tombe devant toi, tu vois que tu pars, mais tu peux rien faire. C'est une fatalité. Et ceux qui arrivent derrière, ils se feraient un passage entre les vélos et ils se disent ça a dû faire mal, quoi. Mais bon, allez, j'ai eu du bol sur ce coup-là, mais le stress, il reste là parce que pour le coup d'après, on ne sait pas à qui ça peut arriver, on ne sait pas quand ça peut arriver, mais on sait qu'on peut être pris dedans aussi. Voilà, et le Tour de France qui revient en France, dans le Nord, en tout cas pour les 4 hommes de tête, sous l'œil bien sûr d'un Lillois et d'un Nordiste, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, c'est Patrick Caner qui vient de nous rendre une petite visite, que je salue. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez les Ch'tis. Et puisque je parle sport dans le Nord, il y a une équipe qui vous est chère, monsieur le ministre, c'est Lille Métropole Rugby, le Nord qui vient d'accéder à la Pro D2, en tout cas au niveau du terrain, et qui, puisqu'on est dans une étape franco-belge, eh bien, a des joueurs de rugby belges comme Thomas Diens, Maxime Jadot ou encore Hendrik Brouwers. Et cette équipe du Lille Métropole Rugby, le LMR, a été un peu retoquée par la DNACG, c'est-à-dire le gendarme financier du rugby. C'est bien normal, il faut faire attention. Et il y a une grande souscription qui est lancée. Il y a l'ensemble, vous les verrez peut-être tout à l'heure, des supporters qui se sont déplacés pour assister à l'étape qui arrive dans le Nord. Et donc on cherche encore, je crois, quelque chose comme un petit peu moins de 30 000 €. Ça devrait aller pour le LMR en Pro D2. Le rugby, c'est plus dans le sud. Alors une équipe du Nord, on ne peut que s'en féliciter, monsieur le ministre. Bonne journée. Et on rentre dans le vif de cette étape, de cette très longue étape de 123 km 500 aujourd'hui. C'est la plus longue étape du Tour de France. Tout le monde est désormais très concentré parce qu'on va s'approcher dans une vingtaine de kilomètres du premier des 6 secteurs pavés au programme, même si l'arrivée ne se fera pas sur un vélodrome, ne se fera pas à Roubaix, mais bien ici au centre-ville de Cambrai. Attention parce qu'il y a un dernier virage, il ne sera pas mouillé mais avec des pavés avant le final ici, l'arrivée à Cambrai. Et d'ores et déjà, eh bien, les coéquipiers de celui qui a gagné Paris-Roubaix en avril dernier, John Degenkolb, tout souriant tout à l'heure dans la roue d'André Greipel et de Peter Sagan, eh bien, les coéquipiers donc, de l'équipe Gent Alpecin sont déjà au travail avec juste dans leur roue les coéquipiers du maillot jaune. Tout le monde étant, non pas en orbe bataille, mais organisé à l'image des Movistar, des BMC. À droite de la route, à la gauche de votre écran, vous apercevez les maillots camouflés dans la forêt de l'équipe Tinkoff Saxo, et j'ai aperçu des maillots de l'équipe de la FDJ. Alberto Contador ici. Contador, il aborde cette étape avec certainement le souvenir de l'étape qu'il a courue l'année passée, où il a subi la course de Vincenzo Nibali notamment. Il avait perdu beaucoup de temps, Alberto Contador, plus de 2 minutes sur le champion italien, et il est probablement pas très en confiance aujourd'hui au moment d'aborder ses pavés. Il avait fait un lancement merveilleux parce qu'on va regarder justement cette étape dont vous parliez, la dure vie d'Alberto Contador sur les pavés, ou des pavés sur lesquels volait un certain Vincenzo Nibali. Mémoire. Lo que tiene una etapa como esta, ¿no? del pavé, es la verdad que un bonito
bonito espectáculo para la televisión, pero sí que tiene un riesgo bastante grande. Alla partenza ero un po' nervoso perché non ho mai corso il pavé e non l'ho mai corso con il bagnato. Looking at the maillot jaune of Nibali, he's doing all right at the moment down there. Tador va perdre du temps, hein. S'il continue comme ça, on le voit, il est tétanisé là sur les pavés. Pierre Rolland devant. Nibali, who looked to be struggling on the cobblestones, is now taking the race on. He's trying to hang on here to an absolutely rampant Lars Bohm. Invece poi dopo il primo tratto di pavé tutte le paure sono sparite e sono riuscito a mantenere il primato e a guadagnare ancora dei minuti importanti su questa tappa. Quelle étape de folie! Et le grand vainqueur du jour, c'est presque lui! Ah, c'était une très grande étape et le vainqueur du Tour, c'était lui. Vincenzo Nibali, il a du temps à reprendre. Johan van Sommeren attend Alexis Vuillermoz, Nicolas. Oui, le grand Belge là, qui a attendu Alexis Vuillermoz, qui a eu un petit problème mécanique. Encore une fois sur un petit accrochage. On sent vraiment le peloton de plus en plus nerveux. Et donc là, il y a eu quelques petits coups de patin, pas de chute encore une fois, mais donc Alexis Vuillermoz a eu un problème, je pense, de dérailleur attendu par le Belge et Mathieu Ladanius, mais on a profité pour en tout cas crever, donc changement de roue arrière également pour lui, et donc les deux coureurs d'AG2R la mondiale devraient retrouver le coureur de la FDJ très vite. Les conditions météo sont quand même différentes, hein. On le voit par rapport à celles que les coureurs ont connues l'année passée sur cette étape, enfin une étape similaire, hein, c'était pas exactement la même, mais sur l'étape des pavés, il pleuvait, les pavés étaient rendus vraiment très très glissants. Aujourd'hui, quelques averses sont annoncées, mais visiblement ça va pas tomber assez. On voit quelques gouttes d'ailleurs sur l'objectif de la caméra, mais ça va pas suffire pour mouiller le pavé, pas pour qu'il y ait des flaques, et pour que celui-ci soit détrempé. Donc on peut considérer qu'il sera légèrement humide, mais ce qui peut le rendre un petit peu glissant, mais pas détrempé comme c'était le cas l'année passée, boueux. Voilà, au passage des véhicules, la boue revenait sur le pavé. Bref, c'était vraiment plus difficile et plus compliqué de tenir sur le vélo. Et c'est vrai qu'on avait vu Contador complètement tétanisé sur son vélo. Il avait déboursé 2 minutes et 35 secondes sur Vincenzo Nibali l'année passée. Donc il faut que ça se passe un peu mieux pour lui s'il veut gagner le Tour cette année. Nous avons passé il y a quelques kilomètres le hameau de Malplaquet, où en 1709 s'est jouée une très grande bataille dans la guerre de succession d'Espagne entre les armées de Louis XIV et celles d'un certain Churchill. Non pas Winston, mais un de ses lointains aïeux, qui était duc de Marlborough et qui a inspiré cette fameuse chanson « Marlborough s'en va en guerre ». Et cette bataille a été gagnée par les Français à éviter l'invasion de la France et a abouti au fameux traité d'Utrecht dont nous parlions samedi. Ce traité qui a été signé en 1713. « 27 km encore jusqu'au prochain secteur pavé. Et nous entrerons alors dans une succession de secteurs, hein, de portions pavées et de portions asphaltées avec... pas moins de 6 secteurs donc, qui vont se succéder et proposer aux coureurs 11 km 500 de pavés au total dans les 33 derniers kilomètres. Oui, avec le premier secteur pavé, c'est le numéro 6, d'Artres à Famars, 1200 mètres, avec des pavés qui décrivent une petite boucle. Ici, c'est la tête de course, hein, avec Thomas de Rent. Ensuite, eh bien, ce sera le secteur numéro 5, de Kérena à Verchamp-Maugré. On connaît bien celui-là, mais c'est dans le sens inverse du Paris-Roubaix. Verchamp-Maugré à Solsoir, on le connaît aussi, un peu plus macadamisé, bordé d'arbres celui-là. Le plus difficile, c'est sans doute celui de Saint-Piton à Fontaine-au-Tertre. Le secteur 2, c'est de Viely à Kievy, et le secteur 1 d'Avesnes-les-Aubert à Carrières. Le plus long, c'est le secteur 2, il fait 3 km 700.
Et donc ce final s'annonce voilà, mouvementé, intéressant, passionnant. C'est aussi pour cela qu'on s'applique à bien dessiner le Tour de France chez les organisateurs. C'est le cas parce qu'on se régale depuis 3 jours. Vous allez vous régaler juste après cette deuxième page de publicité. Et après, on vient dans le très vif du sujet. À tout de suite alors. Un spectacle aérien. Le plus grand des dessins. Les fans les plus fous. Découvrez la passion des fans du Tour sur wheelofcycling.com et tentez de gagner une Skoda Fabia édition Tour de France. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Chaque jour, des millions de personnes pratiquent le sport qu'elles aiment, grâce aux associations et projets que FDJ soutient à hauteur de 250 millions d'euros par an. Chaque jour est une chance. FDJ. Oui, Ceinture. Morgane Parra fait équipe avec Ceinture. Quand dans l'effort il transpire, quand il se déshydrate, quoi de mieux que Ceinture et tous ses minéraux? Quelle eau en apporte autant? Ceinture est d'une richesse minérale implacable. Avec Ceinture, ça va fort, très fort. Et pour faciliter la digestion, Morgane Parra boit de l'eau minérale, il boit Ceinture. Avec les jeux vidéo officiels du Tour de France 2015 sur PC et console, écrivez la légende du Tour et vivez toute l'émotion de la grande boucle. Du départ de Hollande jusqu'à la mythique arrivée sur les champs, affrontez les plus grands champions et les plus grandes équipes et partez à la conquête du maillot jaune. Le Tour de France maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 3 et Xbox One. Chez nous, c'est Autolift. Autolift, fabricant innovant et installateur de monte-escalier depuis 1968. Prix direct usine. Le Tour de France avec Chris, opticien officiel. Le Tour de France est de retour en France. C'est fait depuis une dizaine de kilomètres, un petit peu plus même, en tout cas pour les 4 hommes de tête. Je vous les rappelle, ils ont toujours 3 minutes d'avance. Voilà, ça aura tourné autour des 3 minutes. Et depuis 3 jours, depuis dimanche, eh bien, ce sont des quatuors qui auront été dans l'échappée du jour. Ce sera compliqué d'être la bonne échappée aujourd'hui. Il y a là, ici, de dos, Frédéric Brun, le coureur originaire du territoire de Belfort, qui porte le maillot Bretagne Séché Environnement après avoir porté chez les amateurs celui de Charvieux-Chavagneux dans l'Isère et celui de Bourg-en-Bresse, lui qui a couru sous les couleurs d'AG2R puis de Big Matt Aubert qu'on salue bien sûr. Big Matt devenu célèbre avec le titre dimanche dernier, pas celui-là mais celui d'avant, il y a une dizaine de jours à Chantonnay, de champion de France de Steven Tronet qu'on salue là-bas tout près de Carcassonne, même s'il est pour l'instant en vacances. C'est bien de le rappeler parce que le maillot bleu, blanc, rouge n'est pas dans le peloton. Il reste 191 coureurs après les 4 abandons d'hier et les 3 non partants de ce matin. Accompagne Frédéric Brun Thomas de Rent, le coureur belge des Lotto, maillot rouge, Dossard 73, originaire de Saint-Nicolas, qui en est à son 3e Tour de France et qui a déjà gagné une étape après une très longue échappée sur le Tour d'Italie en 2012, qui n'a plus gagné maintenant depuis une victoire au Tour de Catalogne en 2013. Peric Kemener est là pour la 2e fois dans une échappée, le coureur de l'équipe Europcar, le breton de Landerneau, accompagné par le plus ancien, 32 ans, Lieu Vestra, le coureur de l'équipe Astana, qui a longtemps porté les couleurs de l'équipe Feu Vacances Soleil, qui avait été champion des Pays-Bas du contre-la-montre en 2012 puis en 2013, qui a gagné aussi le chrono des nations, ça fera plaisir à l'ami Christian Tessier en Vendée, le Tour du Danemark, et qui a quand même gagné des étapes sur le Tour de Catalogne ou le Tour du Dauphiné, et qui a terminé, on le rappelle, 2e d'un Paris-Nice en 2012. On s'approche des pavés. 68 km de l'arrivée pour les 4 hommes de tête, 3,07 parce que pour l'instant, eh bien, dans le peloton, on est en train de se organiser, réorganiser et on sait que la fin sera sur un autre rythme. C'est pour cela que la plupart des ténors qui sont dans ce peloton sont venus reconnaître les pavés. C'est le cas pour Nero Quintana, les pavés, il ne connaît pas, en tout cas pas cela. Donc eh bien, il est venu et on était là, regardez. Le choc des cultures,
D'habitude, vous le voyez s'envoler dans les cols. Mi-mars, celui qui est considéré comme le meilleur grimpeur du monde est venu s'essayer au pavé du Nord. Ça va là? Ah ça, je te le dirai après. En Colombie, Nairo Quintana habite à 2800 mètres d'altitude. Alors des pavés, il n'en voit jamais. Avec son 1,67 m et ses 56 kg, l'un des grands favoris de ce tour n'est pas très à l'aise. Un peu crispé même. Ah, c'était mieux que prévu, ça s'est bien passé. Mes équipiers m'ont expliqué comment étaient les secteurs pavés, comment les prendre, et c'est exactement comme il m'avait dit. Est-ce que tu as vu un changement là? Ouais. Quand je suis assis, je me sens bien, alors qu'hier j'avais l'impression d'être trop en avant. Réglage de position, pression des boyaux. Avec ses coéquipiers, Nairo Quintana a repéré le final de cette 4e étape et ses 13 km de pavé. D'après ce que j'ai vu, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose ce jour-là. J'espère en tout cas que je resterai avec les favoris. Pour ça, Nairo Quintana a disputé 2 semi-classiques belges, histoire de s'habituer aux routes du Nord. Cambrai, arrivée de l'étape. Après, il sera bien temps de penser à la montagne. Alors je vous rappelle, pour mémoire, qu'il y a 4 grands favoris sur le Tour de France. Christopher Froome en fait partie et il est déjà maillot jaune après sa 2e place hier en haut du mur de Huy. Il a 36 secondes d'avance sur l'Espagnol Alberto Contador. Il a 1,38 d'avance sur Vincenzo Nibali, 1,56 sur Nairo Quintana. Aujourd'hui, on s'attend aux grandes manœuvres des maillots bleu ciel. Les coéquipiers d'Alberto Contador, d'ailleurs, Lieu Vestra est devant. On peut peut-être avoir une petite explication avec vous, Cédric. Oui, tout à fait. Nous allons monter à la hauteur de Dimitri Fofonov qui va gentiment baisser sa vitre. Bonjour Dimitri. Bonjour. Étape importante aujourd'hui évidemment avec les pavés. Et comme l'an dernier, vous avez placé un coureur dans l'échappée. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui devant. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent en face. Ça ne facilite pas le travail des hommes qui sont devant, les Vestra, mais bon, ça nous permet quand même de voir les choses, de voir mesurer, prendre certaines mesures, regarder le parcours, comment il est vent. Et ça veut donc avoir un coureur devant au cas où si c'est le premier. Vincenzo Nibali a l'intention de passer à l'attaque aujourd'hui. L'intention de passer à l'attaque, bon, bien sûr, on est motivé, on a fait de belles courses l'année dernière. Et c'est sur les pavés, il n'y a personne qui va freiner, il faut être attendu de tout, il faut être attentif, il faut être à l'avant-poste. Et en course, ça se gagne devant, c'est pas à l'arrière. Merci Dimitri, bonne route. Voilà, vous l'avez compris, je crois que si Vincenzo Nibali en a la possibilité, il va essayer de reprendre un peu de temps aujourd'hui. Oui, on avait évidemment, c'est vrai que ça confirme un petit peu l'idée que l'on se fait depuis le départ avec la présence à l'avant de son coéquipier Vestra. C'est un peu le même scénario que l'année passée qu'ils essaient de mettre en place. Nous l'avons remarqué, je pense que les adversaires également, tout au moins les directeurs sportifs dans les voitures ont la mémoire encore assez fraîche pour se souvenir de cet épisode. Vestra à l'avant qui avait servi de relais ensuite lorsque sur les pavés Nibali était sorti avec Fulzang notamment, et qui avait donc pu prêter main forte à son leader un petit peu plus loin, ce qui l'avait favorisé dans sa quête d'un temps précieux au classement général sur ses adversaires. Nous verrons s'il en est de même aujourd'hui, mais Vestra en tout cas a engagé la même manœuvre. Il est parti à l'avant, il peut être un soutien tout à l'heure si Nibali passe à l'attaque, et Nibali qui a perdu du temps il y a 2 jours du côté de Zélande dans les bordures aura à cœur d'essayer de revenir dans la course au maillot jaune et peut-être de mettre la pression sur Christopher Froome qui, on peut le supposer, sera peut-être moins à l'aise sur les pavés, mais on n'en a aucune certitude, on l'a encore jamais vu sur les pavés. On va regarder la bagarre entre les 4 favoris, en tout cas ceux qui vont le mieux s'adapter aux 6 secteurs pavés qui arrivent. On va regarder aussi ceux qui sont intéressés par la victoire d'étape. C'est quand même une victoire de prestige sur le Tour de France. Lars Boom, pourquoi pas comme l'an dernier. On pense à John Degenkolb. On pense aussi à Florian Sénéchal.
puisqu'il est originaire, il habite à Ligny en Cambrésis. On arrive à Cambrai, donc c'est tout près d'ici. Les secteurs pavés, il les connaît par cœur. Voilà, John Degenkolb, on l'a compris, hein, c'est un candidat à la victoire d'étape aujourd'hui sur le Tour de France. On va peut-être en parler avec Christian Guiberto derrière dans la voiture, dans une des deux voitures des directeurs sportifs. Eh bien oui Thierry, si vous voulez, on va se mettre à la hauteur de Christian Guilberto là, qui arrive juste à côté de nous. Non, c'est pas... Écoutez, je vous rappelle Thierry, on va essayer d'aller le trouver. Il n'y a pas de réseau. Ouais, c'est le 06 70, non je m'arrête. On revient tout à l'heure, c'est pas simple sur une moto. Mais quel privilège d'être au cœur de l'événement qui va prendre une autre dimension, 65 km de l'arrivée, toujours 4 hommes en tête, hein. L'écart diminue légèrement, enfin on est autour des 3 minutes, là ça se stabilise. Le premier secteur pavé est à les 45 km de l'arrivée, c'est-à-dire que dans moins de 20 km on y est. Hein. Oui, 19 km, nous serons dans les pavés et ils vont s'enchaîner, 6 à la suite, avec des portions de route entre deux. Et pour l'instant, pour les 4 hommes de tête, on veut maintenir une avance qui peut être peut-être pour certains synonyme de succès d'étape, j'en doute fort, hein, mais c'est probablement ce à quoi pense Thomas de Gendt, qui met beaucoup d'énergie dans cette échappée. Pour Vestra, sa présence à l'avant, c'est un relais, servir de relais, de soutien pour son leader Nibali. Donc lui, il faut à un moment donné qu'il voit revenir son leader sur le porte-bagages. Pour Kemener, c'est faire encore un bout à l'avant, comme il l'a déjà fait dans la première étape. Et pour Frédéric Brun, qui a un homonyme dans le peloton, hein, Frédéric Brun, enfin pas dans le peloton, mais qui a eu un homonyme, qui a été coureur professionnel et qui a participé à de nombreux Tours de France. Frédéric Brun, il a déroulé chez Peugeot et chez RMO. Il était natif de la Dordogne, celui-ci. Et voilà, on s'en souvient, c'était Fredo Brun. Donc là, bon, Frédéric, évidemment, lui, ce qu'il souhaite, c'est montrer le maillot. Il découvre le Tour. Et être dans une échappée, c'est toujours un moment privilégié quand on est coureur cycliste. Et c'est pas si facile de prendre une échappée sur le Tour. Hein. Il a 26 ans, Frédéric Brun, né sur le territoire de Belfort, mais qui, je crois, habite du côté de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Bon, je n'ai pas toutes les villes de résidence, hein, mais c'est important quand même pour leur famille. On va être content de le voir devant, Frédéric. Il est dans la tactique d'Emmanuel Hubert, le manager général de cette belle équipe Bretagne Séché Environnement. Mais bon, c'est pas simple aujourd'hui. L'écart était à maximal 9-10, mais il y a longtemps. Hein. Ils sont revenus tout près tout à l'heure. Puis là, voilà, on sent de nouveau le village un peu plus crispé, un peu plus tendu. Le peloton qui occupe toute la largeur de la route. Pas une journée facile aujourd'hui. C'est un moment qu'on le voit souvent derrière. Marco Haller, jeune coureur autrichien, champion d'Autriche d'ailleurs. Hein. C'est ce maillot distinctif, champion d'Autriche sur route, en ligne. Il y a aussi un championnat sur route du contre-la-montre. Et ça va commencer à nouveau à devenir nerveux dans le peloton. Hein. On roule en rang serré, on va vouloir positionner les leaders des différentes formations à la première partie du peloton hein, pour rentrer dans ces premiers. Enfin, ce sera le deuxième secteur pavé, mais l'autre est tellement loin derrière maintenant qu'on l'a presque oublié. Il ne s'y est rien passé, c'était normal. Hein. Il était bien pavé, mais trop loin de l'arrivée pour que quiconque déclenche les hostilités à cet endroit. En revanche, maintenant, on va entrer dans une phase de course décisive. Hein. C'est là qu'il va falloir durcir la course pour ceux qui veulent profiter de ce terrain, pour essayer de revenir dans le classement général notamment, ou pour une victoire d'étape, hein, parce qu'ils en ont les capacités. Et certains adorent les pavés. Hein. On l'a compris avec Van Sumeren, qui était... On l'a vu hier à l'image, complètement écorché. On imagine son dos ce matin où il manque des lambeaux de peau et pourtant les pavés, il aime ça. Il n'était pas sûr de ne pas être dans le coup, hein, mais voilà, il a chuté à près de 80 km/h forcément. Vous me faites froid dans le dos. Les jambes s'en ressentent et ce ne sera pas le Van Sumeren peut-être que l'on a vu lorsqu'il a remporté ce Paris-Roubaix, mais il saura être aux côtés de ses leaders pour essayer de leur prêter main forte. J'ai encore froid dans le dos de cette image de William Bonnet, garçon charmant comme la plupart des coureurs, on a vu hein, quand même, ils sont tombés hier et aujourd'hui, ce matin au départ, ils répondent facilement, tranquillement et les leaders n'échappent pas à la règle. C'est quand même un vrai plaisir, un vrai bonheur. Bravo messieurs. Les héros du Tour, ce sont les coureurs, hein, personne d'autre. Hein. Vraiment, vraiment admiratif
et pas seulement pour les chutes et les bobos, pour tout ce qu'ils font. Beaucoup de personnes hier s'étonnaient que l'organisation prenne la décision de neutraliser la course. C'est tellement inhabituel dans le cyclisme qu'on trouvait ça presque anormal. Certains s'en sont même presque offusqués. Mais pourquoi on arrête une course quand il y a une chute? Alors où on va maintenant? Mais encore une fois, le vélo, c'est peut-être bien le seul sport où on ne tolère rien. Dans tous les sports, dans le football, un joueur prend un tacle, on arrête le jeu. On lui permet de se relever, de récupérer un petit peu et puis on repart, on compte les arrêts de jeu. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'étape d'hier. Et l'étape d'aujourd'hui, ce sont 6 secteurs pavés désormais, 7 au total. On a déjà passé un tout à l'heure en hors d'œuvre, histoire de voir. On a vu que ça s'était tendu, que ça va accélérer. On va savoir, tiens, du côté de Christian Guiberto, comment est John Degenkolb. Très bien, il était tout sourire tout à l'heure. Il a gagné Paris-Roubaix il y a quelques mois. Oui, on a retrouvé Christian Guilberto qui nous avait fait une petite blague en allant en deuxième voiture directeur sportif au fond de la file. Bonjour Christian, aujourd'hui forcément c'est tout pour John Degenkolb. Oui bien sûr, hein, en tant que dernier vainqueur de Paris-Roubaix, évidemment il a énormément envie de bien faire aujourd'hui, donc on va voir. Comment il se sent? Oui très bien, motivé, concentré. Bon, la nervosité dans le peloton aussi, ça fait pas vraiment comme à Paris-Roubaix, c'est le Tour. Mais bon, on essaye de bien le protéger et face aux équipes de leaders qui sont aussi devant, en train de jouer des coudes évidemment. Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui, donc il ne faut pas aussi se laisser piéger pour être bien sur les premiers secteurs pavés. Oui, parce que vous aurez aussi des coureurs pour protéger Warren Barguil qui est très bien en général. Oui, mais pour Warren, le général, on verra, c'est au jour le jour. Ils sont très bien sortis aujourd'hui et la priorité, c'est vraiment John. Merci beaucoup. Il a raison, Christian Guiberto, c'est le Tour de France, donc ça n'est pas Paris-Roubaix, mais c'est un petit air de Paris-Roubaix et on regarde forcément ceux qui ont animé le mois d'avril dernier, le deuxième dimanche du mois d'avril dernier, et Florian Sénéchal en fait partie. Il est d'ici, mais il aime les pavés, il connaît les pavés. Et cette étape, même s'il est tombé hier, eh bien cette étape, il l'a notée. Regardez le petit sujet proposé par l'excellent Benoît Durand. On appelle ça faire le dos rond, souffrir en silence. La chute d'hier a laissé des traces. Après quelques minutes de soins, le corps de Florian Sénéchal est enfin prêt. Son sac, lui, pas tout à fait. Je ferais bien prendre aussi mon matelas, mais ça c'est difficile. Le petit gars de Cambrai est parti pour vivre une drôle de journée. C'est la journée la plus importante pour moi, personnellement. Donc, du stress. Donc, déjà hier, sur des routes assez normales, il y a eu des chutes. Donc aujourd'hui, sur des pavés, ça risque d'être chaotique. Donc, il va falloir avoir un peu de chance et courir très bien placé. Même s'il les connaît par cœur, Florian a quand même reconnu les secteurs pavés autour de chez lui il y a un mois, avec une seule idée en tête. Si tu veux gagner l'étape, t'es là pour en chier, hein. Et le pire, c'est que le Français adore ces conditions-là. Il a ça dans le sang, hein. On croirait un flamand, donc il aime vraiment ça, et ça c'est la condition déjà pour les passer. Après il a le physique pour. Ce matin au départ, c'est bien le 17e du dernier Paris-Roubaix qui s'est présenté. Premier Français de l'épreuve cette année, le coureur de 21 ans se verrait bien en vainqueur tout à l'heure. 3 jours seulement avant son 22e anniversaire. Lui qui a déjà gagné Paris-Roubaix en junior, on approche des pavés. Ça monte un tout petit peu là, mais pas seulement parce que ça monte que ça s'anime. Regardez comment toutes les formations sont désormais organisées. Et les coéquipiers des favoris sont là. À gauche de la route, les Sky pour Christopher Froome. Là, juste un petit peu à leur droite, eh bien, les Movistar pour Nero Quintana, pour Alejandro Valverde, les BMC pour TJ Van Garderen, les Tinkoff Saxo pour Alberto Contador. Je cherche un peu les maillots bleu ciel de l'équipe Astana. Tiens, il y en a un là, mais c'est devant. On est devant là. Oui, on va les voir, vous inquiétez pas Thierry. On va les voir. Ils attendent le pavé. On s'en approche gentiment. Pour l'instant, progression toujours difficile. Hein. L'entente est parfaite dans le groupe de 4, mais progression difficile avec un vent qui les dérange, qui les gêne, qui est le plus souvent de face. Mais lorsque nous serons entrés dans les secteurs pavés, pour aller chercher le secteur suivant, bien, on fait quelques zigzags. On change de direction et le vent lui garde la même. Hein. Donc il faudra s'attendre à ce qu'il se produise quelques cassures
qu'il ait son influence sur la course. Et pour l'instant, c'est plutôt un allié du peloton, le vent. Ben ici, on fait mentir, là. 3 quarts face. Ah oui, 3 quarts face quand même. Non, on va aller vérifier avec Cédric Vasseur. Il y en a un qui me paraît bien être capable d'attaquer. L'écart de 48, ouais, pourquoi pas, 58 km de l'arrivée. C'est Lieu Vestra, me semble-t-il, qui a fait quelques petits exercices là d'assouplissement. Mais ça peut aussi vouloir dire, je ne vais pas vous attendre sur les pavés. Oui, c'est bien possible. D'ailleurs, c'est le seul coureur au niveau de cette échappée qui a changé de vélo. Donc, il a vraiment un matériel qui est plus adapté pour les pavés. Comme Laurent le disait tout à l'heure, le vent est toujours défavorable, mais depuis que les coureurs ont passé la frontière française, nous sommes quand même sur des portions un petit peu plus abritées, donc moins de risques de bordure. Et au même moment où les coureurs rentrent dans la ville du Quesnoy, vous voyez, hein, la vitesse actuelle des coureurs est de 34 km/h sur ce long faux plat montant qui amène les coureurs au Quesnoy. Et par moment, messieurs, quelques petites gouttes de pluie qui font leur apparition sur la route du Tour de France au moment où je vous parle. Donc j'espère que les nuages lourds qui sont ici au-dessus de notre tête vont s'évacuer parce que nous pourrions avoir quelques secteurs humides. Oui, Cédric, et une petite précision, mais vous ne pouvez pas le remarquer parce que vous êtes physiquement positionné à l'arrière de ces coureurs lorsqu'ils sont échappés et vous n'avez pas les moyens de voir ce qui se passe sur le guidon de Peric Kemener, mais il a bien lui aussi un vélo adapté pour la circonstance avec ses freins. Voilà, les freins de VTT que l'on positionne ici. Pour quelle raison? Parce que sur les pavés, la meilleure position, c'est soit les mains sur les cocottes ici pour avoir accès aux freins, mais les coureurs aiment bien aussi avoir les mains sur le haut du guidon pour pouvoir tirer correctement et maintenir une vitesse élevée. Et en cas de danger, en cas de danger de chute, par exemple, d'un coureur qui vous précède, un danger imminent où il faut accéder aux freins, pour ne pas lâcher le guidon dans ce moment délicat, eh bien, ces petites poignées qui viennent en complément, donc apporter une possibilité de freiner à ce moment. Peric Kemener qui est aussi le coureur le mieux classé dans cette échappée, mais on y a guère fait allusion parce que c'est vraiment très loin. Il est à 10 minutes 42 de Christopher Froome, mais aujourd'hui l'enjeu, vous le sentez bien là, regardez, là l'accélération est sensible, vous sentez bien que d'un seul coup on approche des pavés, les 4 hommes de tête sont à 10 km des pavés, donc il n'y a pas beaucoup d'écart, donc c'est déjà on accélère le rythme, la vitesse est plus importante. L'écart va diminuer, commence à diminuer. Peric Kemener qui est là avec le maillot Europcar, qui a changé de lunettes lors de la première échappée, avec notamment Yann Barta qui a le dossard rouge aujourd'hui. Il avait des lunettes rouges. Bien aujourd'hui, il a mis ses lunettes jaunes. Il n'a jamais été virtuel maillot jaune. Il a eu un marque un tout petit peu, une petite minute. Et vous l'avez signalé, Thierry, l'allure dans le peloton s'accélère, sacrément même. Et c'est dans ces phases de course-là que ça devient plus dangereux. Et c'est dans cette phase de course-là qu'hier, nous avons assisté à cette chute spectaculaire, où chaque équipe veut mettre son leader le plus possible à l'avant. Nous étions à l'approche hier de la côte de Boissot, première côte répertoriée au classement du grimpeur du Tour de France. Et ça roule extrêmement vite. Aujourd'hui, nous allons aborder les secteurs pavés. Tout le monde va vouloir être devant. Certains coureurs se plaignent de ces moments-là. C'est délicat, ça roule très vite. Ça frotte beaucoup, les espaces sont réduits et le danger est donc très présent. Ça va être la guerre. Non, je plaisante. Mais ça va être une forme de guerre sportive. Je dis ça parce qu'on est dans une ville qui, elle, a été marquée par les guerres. Une région aussi, d'ailleurs. Région marquée par les guerres. Le Quesnoy, cette ville fortifiée avec des édifications de Vauban qui avaient déjà été édifiées une première fois par les Espagnols et qui ont évolué à travers les siècles. Et en effet, les 2 guerres mondiales ont frappé cette ville du Quesnoy, en particulier la Première Guerre. Et on peut visiter un très beau cimetière, un mémorial des Néo-Zélandais. Et pour toutes les victimes des pays du Commonwealth, les Néo-Zélandais qui, avec les Australiens, ont libéré le Quesnoy en 1918. Et c'est en 1923 que le maréchal Joffre est venu ici inaugurer ce cimetière. Le Tour est dans le nord. Demain, nous aurons entre Arras et Amiens Métropole une étape de mémoire. D'ailleurs, ni Laurent Jalabert ni moi-même ne venons, Eric Fotorino, demain. Ah, il faut vraiment que je prépare toutes mes notes. Alors, elles sont prêtes, ça, je sais. Que je les agrandisse, que je les approfondisse encore. Nous, on vient juste pour les 3 derniers kilomètres. Je pense que ça va se résumer à un sprint massif demain. Aujourd'hui,
c'est une autre histoire. Quelques gouttes de pluie sur notre caméra embarquée sur l'hélicoptère. Nous en avons 2, 5 sur les motos. Je vais aller voir Monsieur Météo. Nico. Oui, Thierry, il pleut là sur la route du Tour de France, une pluie légère, mais c'est vrai que la pluie vient de faire son apparition. Pour l'instant, évidemment, la route reste sèche, complètement sèche, mais c'est une donnée à prendre en considération. Attention, allez, ce changement de direction là est important. Ils sont des acrobates, hein, ces coureurs, puisque là on passe au-dessus des terre-pleins, on saute, mais bon, parfois ça se passe moins bien. Là en revanche, les gouttes sont un peu plus présentes. Pour l'instant, la route est sèche. Et ça s'accélère. Énorme rond-point, il y en a beaucoup, il est plus ou moins grand. Et regardez comment ça s'accélère. Regardez les skies là, à gauche de la route. Et oui, là on a viré à droite, le vent venant toujours de l'ouest, il était tout à l'heure du côté gauche, cette fois il est du côté droit, pardon, cette fois il est du côté gauche, mais toujours de côté. De 3/4 face encore, mais côté gauche. Alors bon, ça continue à être un élément perturbateur, ce vent. Et ça parle beaucoup en tête de peloton. Concentré là, Luc Rowe pour la Sky avec Peter Keno dans sa roue, le champion de Grande-Bretagne pour la 2e année consécutive. Luca Paolini est à droite de la route, l'Italien. Il emmène Joaquim Rodriguez, l'Espagnol, le porteur du maillot blanc à pois rouge. Il le conserve, il n'y avait qu'une côte aujourd'hui, un seul point de distribué. Il en a marqué 2 hier en gagnant l'étape, parce que le mur de 8 était répertorié comme côte de 3e catégorie. Donc il y avait 2 points à glaner, ce qu'il a très bien fait. Et regardez le peloton là qui occupe toute la largeur de la route. Ça va se disloquer dans peu de temps. Les 4 hommes de tête, Cédric Vasseur, sont maintenant à moins de 8 km des premiers secteurs pavés. Et chez vous aussi, ça se lève un petit peu et ça goûte un peu. Oui, tout à fait. Hein. Les 4 hommes de tête sont en train de filer vers le premier secteur, le premier secteur vrai de pavé aujourd'hui. Et la chaussée est humide. Quelques gouttes ont fait leur apparition depuis quelques kilomètres. Alors rien de bien méchant. Hein. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une petite averse orageuse. Mais c'est vrai que ça peut aussi rendre le peloton un peu plus nerveux en tout état de cause en ce qui concerne les 4 hommes de tête. Les relais continuent d'être soutenus. Celui qui en fait peut-être plus que les autres, c'est Thomas de Gruyter, qui passe les relais un petit peu plus à... Ouais, les conditions là deviennent compliquées. On perd Cédric et surtout la pluie fait son apparition. Voilà, le scénario catastrophe que les coureurs peut-être redoutaient est en train de se profiler à l'horizon avec un ciel qui s'obscurcit, avec un vent assez fort, avec des pavés qui arrivent et quelques gouttes de pluie qui vont mouiller la piste et qui vont la rendre finalement peut-être difficile à pratiquer, plus difficile encore qu'elle ne l'aurait été sur un terrain sec. Comme dimanche, c'est l'équipe Tinkoff Saxo qui a la main mise pour l'instant sur la stratégie. Regardez, les Sky ont été débordés là, à gauche de la route sous l'accélération de Matteo Tossato puis de Peter Sagan. Ici, on est obligé de se réorganiser. Les BMC à gauche de la route. Pour l'instant, eh bien, un gros travail de Matteo Tossato avec dans sa roue Peter Sagan, Daniele Benatti. Et puis après, on aperçoit Alberto Contador. Et Froome, il n'est pas à l'aise. Hein. Il vient de sortir la main du guidon pour pousser le coureur qui se trouve à sa droite. Il est déjà loin hein, au niveau. Froome, il est stressé, il est vraiment stressé là. Très stressé. Regardez, alors c'est pas facile hein, quand même. On a beau dire, les Lotto Jumbo, l'équipe néerlandaise, elle a quand même un jaune qui est très ressemblant vue d'hélico au jaune du maillot jaune, leader du Tour de France. Marcelo Wiss, ici le champion de Suisse pour l'équipe BMC avec dans sa roue presque un coureur entre les deux, c'est TJ. Regardez, Froome, il est là. TJ Van Garderen, oh là, il n'est pas à l'aise. C'est pas. Je vous dis qu'aujourd'hui on pourrait bien avoir pour la 4e étape un 4e maillot jaune, peut-être, pourquoi pas. Regardez comment il est, cette accélération. Regardez où il est. Regardez où il est. Oui, mais des écarts, il y en aura, hein, Thierry, de toute façon. Hein, inévitablement, il y a du vent, il y a des pavés. Qui s'arrête à droite. Il y a un Tinkoff Saxo qui s'arrête à droite. Benatti, Nicolas. Oh, chute à gauche. Il y a un coureur qui est tombé de l'équipe Astana. Falice. Regardez à gauche là de la route, il y a un coureur, c'est pas Nibali, c'est un coureur d'équipe Astana qui vient de tomber. Et à droite de la route, Nicolas, il y a un coureur de l'équipe Tinkoff Saxo. Plusieurs coureurs sont tombés. Hein. Oui, Thierry, pour l'équipe Tinkoff Saxo sur la droite de la route, c'est Matteo Tossato là qui appelle
qui appelle sa voiture. Il y a des crevaison de la Cannondale roue à avant. gauche. Il y a des Cannondale à gauche. Et des Cannondale, exactement. Des Cannondale, je vais tout de suite vous identifier ces coureurs, à savoir Jack Bauer et Dan Martin. Attention, l'un des co-leaders de cette équipe, Dan Martin qui visiblement a crevé, et Jack Bauer qui essaye de dépanner, qui a un saut de chaîne pour l'Irlandais, qui est même tombé. Oui, je vois sa jambe droite là dans un virage à gauche à angle droit. Il est tombé, la chaîne s'est coincée entre le cadre et la roue libre, et le coureur très stressé, tendu et qui veut se précipiter pour repartir, forcément, et il n'arrive pas à se dépanner. Et en fait, c'est la chute du coureur Astana qui a effrayé un peu Dan Martin, qui a freiné, qui a glissé sur les bandes blanches. Probablement, oui, il s'est mouillé, et sur les bandes blanches, lorsque l'on incline le vélo pour prendre le virage, quelquefois on décroche. Et en plus aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui, la pression dans les boyaux est quand même moins importante qu'à l'habitude. Chiporte distancé. Voilà, là on est parti maintenant, ça va plus ralentir. On va rentrer sur les pavés et ensuite tout peut arriver. Il faut être un petit peu en réussite aussi pour s'en sortir correctement aujourd'hui. Être bon, bien sûr, être bien placé, c'est inévitable, mais il faut être capable d'être en réussite aussi. Et là, déjà quelques cassures. Oui, ça commence. Daniele Benatti ici pour la Tinkoff Saxo. Regardez comment on est hyper concentré, hyper appliqué. Et à nouveau, le peloton qui accélère pour se positionner à l'approche du secteur pavé, et les 4 échappés qui empoignent les frais, qui perdent énormément de temps. Avec ici le groupe de tête, les 4 hommes de tête. Quatuor qui s'est formé dès le premier kilomètre. Ça fait quand même exactement 173 km qu'ils sont devant. Mais là on est rentré dans l'heure de vérité. Un petit peu plus même, vu qu'il reste 50 km et qu'on n'ira pas sur les pavés à 50 km/h pour les derniers 50 km dans l'heure quand même, n'exagérons point. Ils sont en retard les coureurs, mais c'est normal, le vent était défavorable aujourd'hui. L'étape était longue, c'est la plus longue de ce tour, vent défavorable. Ça a roulé moins vite que prévu, on est en dessous de l'horaire lent, en dessous des 40 km/h de moyenne. Ça freine à l'arrière du peloton, Nicolas. Ça tombe même à l'arrière du peloton. Oui, une nouvelle chute à nouveau là dans un virage à gauche. Et là un coureur de l'équipe Trek et un coureur de l'équipe Movistar, à savoir Alex Dosset là, qui est tombé sur la droite de la route. Et de nombreux coureurs distancés comme notamment Kinziato Veuclair. Oui, évidemment, les coureurs qui n'ont rien inspiré au classement général et qui ont déjà connu la chute hier. Regardez l'équipe Astana là, qui emmène maintenant. Grosse accélération de l'équipe Astana. Avec Larsebom en deuxième position, Vincenzo Nibali. Il a besoin de reprendre du temps. Il a senti lui aussi, comme nous, comme vous, avec aujourd'hui Christopher Froome, c'était pas son truc les pavés, qu'il pourrait bien y laisser un petit peu de temps. Il est là, Christopher Froome, en 20e position, toujours aussi peu à l'aise. Oh, il est bien remonté là, il s'est bien replacé. Voilà, Nibali en 3e position. On va commencer à chercher les favoris. Puis on va regarder aussi la victoire d'étape et éventuellement un changement de maillot jaune. Pour l'instant, l'objectif de Christopher Froome ici, là, à gauche. Attention à ne pas confondre avec les lotos à droite. Dans la roue d'un de ses coéquipiers. En l'occurrence, Luke Rowe, l'autre britannique, jeune britannique. Et Jan Stannard dans la roue. Là, Michael Cherel au milieu de tout ça. Il a entouré Christopher Froome. Il sait peut-être que ça lui sera compliqué de tenir le cap et de suivre ses adversaires directs au classement général, mais ses coéquipiers vont rester autour de lui, essayer de faire bloc, peut-être mis à part Geraint Thomas qui peut viser un maillot jaune aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il jouera sa carte personnelle, c'est pas dans l'esprit de cette équipe, mais il a les moyens, Geraint Thomas, d'être devant, peut-être davantage que Christopher Froome sur l'habileté, l'habileté sur le vélo et non pas sur la force physique, parce que Froome évidemment
Il en a fait la démonstration hier, il est très en forme. Mais encore une fois, Christopher Froome, on ne sait pas ce que ça peut donner sur les pavés. On ne l'a pas vu encore à l'œuvre hein, sur ce secteur, sur ce type de terrain. Et on peut être surpris, comme on l'a été l'année passée avec Vincenzo Nibali, qui découvrait les pavés en compétition et qui s'est découvert une nouvelle passion. En tout cas, il est à l'aise. Et les 4 hommes de tête, Cédric Vasseur, approche de ce premier secteur pavé. Donc le secteur pavé numéro 6, un petit air de Paris-Roubaix. Cette fois, on y est. Oui, pas encore, hein, quelques mètres encore avant que les 4 coureurs ne découvrent le secteur pavé qu'ils connaissent bien puisqu'ils le passent à Paris-Roubaix en sens inverse. Les hommes de tête qui sont toujours sous la conduite du coureur belge Thomas de Gendt. Et c'est vrai qu'on a compris, je pense que du côté du peloton, on avait accéléré l'allure. Donc du côté des 4 hommes, on est aussi en train d'accélérer avant d'aborder ce premier secteur pavé qui va, à mon avis, changer la donne au niveau de la course. Oui, ça peut revenir dans le secteur. Et dites-nous, Cédric, c'est mouillé la route là ou c'est à nouveau sec? Non, les conditions sont nettement améliorées. Le vent est toujours défavorable. D'ailleurs, sur cette portion qui précède le secteur pavé, il y a un fort vent latéral qui vient de la partie gauche de la route. Donc en ce qui concerne nos 4 hommes de tête, ça ne posera pas de problème. Mais au niveau du peloton, nous pourrions même assister à la formation de bordure avant le premier secteur pavé sur une route complètement sèche. Voilà, les 4 hommes de tête qui sortent de Artres et qui se dirigent tout droit vers le début de ce secteur pavé d'Artres à Famars, 1 km 200. Et ce sera un enchaînement ensuite donc, de ces 6 secteurs pavés, un petit peu moins de 13 km au total pour les 6 secteurs pavés. La sortie du dernier secteur pavé étant située à un peu moins de 13 km de l'arrivée ici qui sera jugée dans le centre-ville de Cambrai. En se retournant, Thomas de Gendt a compris que le peloton arrivait, le peloton maillot jaune avec Christopher Froome qui s'est replacé très bien, replacé à l'avant. Regardez le vent, 30 km/h, il vient de la gauche. Ah oui, ça roule très très vite là. Évidemment, c'est dans ces portions alors que les hommes de tête vont rentrer sur les pavés. Pour l'instant, ce sont les motos ouvreuses qui rentrent. Ça y est, voilà, c'est fait. Hein, on voit bien le vent de côté ici qui vient de la gauche des coureurs. Eric Kemener pour emmener le quatuor de tête. Il fait sec et c'est donc la poussière qui est au rendez-vous comme les 15 derniers Paris-Roubaix d'ailleurs. La pluie ne s'invite plus le deuxième dimanche du mois d'avril. Elle ne s'est pas invitée cette année. Elle était là l'an dernier. Elle avait donné des images extraordinaires. Et regardez le secteur pavé emmené par les coéquipiers de Michal Kwiatkowski notamment, et le peloton qui va forcément très vite s'étirer. C'est tout de suite Nicolas G derrière. Le peloton qui s'étire et là des cassures déjà sous l'influence de ces accélérations et du vent, et on en voit notamment, je crois, Samuel Sanchez et une dizaine de coureurs distancés à l'entrée de ce secteur numéro 6. Et on rappelle que si Michal Kwiatkowski vient d'emmener le champion du monde, la tête d'un peloton qui est en train de se casser déjà autour du 20e coureur, c'est tout simplement que Tony Martin est à 1 seconde. Il a été battu hier de 6 centièmes par Christopher Froome pour le maillot jaune, le classement général. Donc tout est possible pour Tony Martin aujourd'hui. Et les spécialistes du pavé, Sepp Van Mark, Tony Martin qui fait le forcing en deuxième position, Alexander Christophe. Et là il y a une vraie cassure dans le peloton. Et Valverde qui galère. Hein. Mais il galère depuis le début du tour. Thibaut Pinot est là. Pinot aussi, en difficulté. Et ça casse de partout, regardez. Et Tony Martin ici, c'est le deuxième du général, à 1 seconde du maillot jaune. Le rouleur Tony Martin, avec dans sa roue Sepp Van Mark. Voilà la tête de course ici avec Eric Kemener. On sort de ce premier secteur pavé. Il a Lieuw Westra dans sa roue, je crois qu'ils ne sont plus que 2. Oui, ils ne sont plus que 2, même si Thomas de Rennes n'est pas loin. C'est compliqué pour Frédéric Brun qui voit le peloton revenir. Peloton qui sort du secteur pavé avec Tony Martin. Christopher Froome est là en 7-8e position. Nibali ici en 3e position. On ne voit pas Contador dans les premières positions. La personne au fond là-bas, il se rappelle du secteur. Il va se replacer ici maintenant. Il y a quelques kilomètres. 4 km avant d'aborder le prochain secteur. Lars Boom ici, c'est le vainqueur de l'étape du Tour sur les pavés qui vient de poser la main sur Vincenzo Nibali, peut-être pour l'emmener accélérer. Il y a du vent de côté toujours.
Les regardez, sorties du pavé, c'était tiré, on est mal organisé dans certaines équipes et c'est le bon moment pour accélérer. S'il veut prendre du temps, Nibali, il faut continuer. Désattardé, Nico. Oui, Dan Martin qui essaye de revenir, qui vient de passer juste devant nous. Dan Martin qui s'accroche. Après, on est trop loin pour vous donner des noms. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de poussière ici. Ok, Larsebom vient d'accélérer dans sa roue. Vincenzo Nibali, le coup de force attendu de l'équipe Astana. Petite discussion entre Larsebom et Vincenzo Nibali. Les lotos Jumbo sont là avec notamment Seb Van Mark. Tony Martin pense au maillot jaune. Dans sa roue, Michal Katowski. Voilà pour les coureurs qui sont ici. Christopher Froome là avec le maillot jaune de il est vissé dans la roue de Jan Stannard et son poisson pilote dans le Team Sky pour l'amener sur ses pavés. Et à gauche de la route, à côté du maillot vert, attention, juste derrière Peter Sagan, il y a deux maillots distinctifs l'un à côté de l'autre, c'est Alberto Contador. Je cherche Nairo Quintana, il est là, tiens, il est là, Nairo Quintana, c'est ici, là, à gauche de la route, attention, ça va freiner.